Si je te dis BYD, CRS, Way ou Great Wall Motors, tu penses à quoi? Alors honnêtement, les 3 premiers, ça me dit rien du tout. Le quatrième, j'aurais tendance à penser que c'est un rapport avec les voitures, avec Motors. Eh bien deviné, c'est ça. En fait, il s'agit de constructeurs chinois qu'on va bientôt voir déferler en masse en Europe dans les prochains mois et années pour qu'ils viennent nous vendre leurs voitures électriques. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg. Salut Rémi, comment tu ça vas? va? Ah bah ma foi, nickel, et toi? Écoute, super, super. Je suis très content de notre dernier épisode live. C'est très Absolument. cool. Ouais, Et du coup, là, on revient dans un mode un peu plus chill. absolument. Encore Absolument. que c'était bien chill. Mais, Ouais, franchement, mais c'était très sympa. Même les gens qui étaient avec nous étaient super avec sympas. des On bonnes posait plein de questions. questions, ouais. Notamment une personne qui a Exact. posé énormément de questions. Mais c'était chouette et il faudra à refaire. Moi, ça m'a bien boosté. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, si vous écoutez, si vous ne l'avez pas vu, et n'hésitez pas à aller le voir parce que celui-là, pour le coup, vaut mieux le voir sur Ah oui, Spotify et complètement. Ah, YouTube. t'imagines, ça doit être compliqué quand même à l'écouter. Je sais pas. Je les réécoute Bah, les épisodes, non, mais la première celui-ci, intro, ça doit être faisable, mais la partie démo, bon, ça doit être un ouais, peu complexe, quoi. exact. Il y a une grosse partie démo, hein. C'était un Ouais, peu le principe du live, vous montrer des choses. ouais. Et donc, effectivement, on vous encourage à aller le voir en vidéo sur YouTube. Mm. Et si vous avez des idées de choses qu'on pourrait voir en live ou vous avez envie d'interagir avec nous, poser vos questions, n'hésitez pas. L'adresse vous pouvez nous contacter via les liens qui sont en bas de page dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas, qu'on sache un petit peu ce qui vous intéresse et ce qu'on pourrait faire pour vous. Carrément. Ok, bah, du coup, je te propose de rentrer dans notre sujet du jour, Rémi. Absolument. Très bien. Alors. Donc oui, je suis allé au salon de l'automobile qui avait lieu la semaine dernière, si vous nous écoutez le jour de la sortie. Et c'était le premier salon de l'automobile depuis 3 ou 4 ans. Je crois qu'à cause de Covid, il avait fermé ses portes. Et donc c'était pas joyeux, parce que la crise de l'automobile est très liée à la tech, forcément, et a subi de plein fouet plusieurs crises à la suite, donc la crise du Covid, parce que les gens étaient chez eux, donc pas de déplacement, pas forcément besoin d'avoir une voiture. La crise de la logistique, avec tous ces composants qui avaient du mal à arriver ou même livrer des voitures entières. Le manque de composants, avec la pénurie des semi-conducteurs. Et là, dernièrement, les risques de récession qui font que les gens, ils sont peut-être pas super chauds pour dépenser 10, 20, 30, 40, 50 000 euros dans une voiture. Les prix augmentent en fonction, à cause de ces différentes crises, et en plus il y a moins d'acheteurs. Donc c'est un peu complexe pour les constructeurs. Et pour donner un chiffre, là par exemple en France, jusqu'en 2019, il y avait environ 2 millions de véhicules neufs qui étaient vendus par an, et là on est plutôt à 1,45. Donc c'est pas Ah facile. ouais, c'est une sacrée claque quand même. Du coup, j'imagine que ce salon, c'est aussi l'occasion de donner un nouvel élan et d'essayer de remettre tout ça en action. Oui, Ou c'était oui. plutôt ambiance pot de départ avec fin de soirée avec très très peu de personnes. Un petit peu fin de soirée quand même. Moi, j'y étais allé en 2019 et c'était mon premier et j'avais été impressionné. C'est vraiment énorme. T'as tout. Ouais. Alors, si vous connaissez, c'est à Porte de Versailles, au sud de Paris, qui est un très très grand lieu où il y a beaucoup de place pour faire des événements. Et eux prenaient tout. Donc, il y avait, c'était vraiment énorme. Et là, cette année, il y a beaucoup de constructeurs qui sont pas venus. On n'a pas de Mercedes, pas de Volkswagen, pas de Toyota. Et même si Renault, Peugeot, Dacia, enfin donc des constructeurs français avaient des jolis stands avec de la présence, ce qu'on a surtout vu, c'était les constructeurs chinois. Donc je l'ai cité en intro, il y avait BYD, Aura, CRS, Great Wall Motors, pas mal de constructeurs qui sont venus là pour présenter leur nouveau modèle électrique. Parce que historiquement, la Chine, ils n'ont jamais réussi à créer des géants de l'automobile thermique, donc les moteurs classiques. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de constructeurs français et américains qui sont partis à l'assaut de ce marché pour faire du business. Et à l'époque, ce qu'avait tenté le gouvernement, c'était que pour avoir le droit de vendre et de fabriquer des véhicules sur place, il fallait qu'un Renault, par exemple, s'allie
à un constructeur local. Et donc l'idée, c'était que les constructeurs locaux puissent engranger du savoir pour ensuite proposer leur propre modèle. Sauf que ça a pas vraiment bien marché. Ils ont beaucoup construit de voitures. Il y a beaucoup d'usines en Chine qui construisent des voitures, mais c'est généralement les mêmes modèles qui sont vendus ailleurs en fait et qui ont été créés, conçus ailleurs. Mais l'électrique est venu beaucoup changer la donne. C'est une grosse priorité depuis environ 2010. Et historiquement, la Chine a une énorme expérience dans la création de batteries. C'est un peu l'usine du monde, donc tout ce qui est batterie, ils connaissent bien pour nos téléphones, pour toutes sortes d'objets, pour le photovoltaïque, je pense. Ça tombe plutôt bien du coup. Ouais. Non, mais là pour le coup, ils avaient quasiment tout à faire, tout était réuni pour le succès. Et donc en 2022, donc là c'est toute une évolution, et en 2022, BYD c'est devenu le premier constructeur mondial de voitures électriques, devant Tesla, qu'on connaît plutôt bien, avec 641 000 livraisons de voitures. Incroyable, moi j'en avais jamais entendu parler. Eh ben moi j'en avais entendu parler, mais il y a très longtemps, et en tant que constructeur thermique sur un positionnement vraiment très entrée de gamme, donc des véhicules pas chers. Et là, ouais, non, c'était la révélation aussi pour moi. Hein. Et ils ont un écosystème hyper actif. Et un chiffre que j'ai parcouru en préparant cet épisode, c'est qu'à l'origine, ils avaient l'ambition d'avoir 20% de leur parc automobile qui soit électrique en 2025. Et en fait, ils ont atteint ce chiffre-là cette année. Ce qui montre que l'accélération est très forte et l'écosystème est ils ont réussi, pour le coup, là où ils n'avaient pas réussi à le faire pour le thermique, à créer des géants de l'automobile électrique. Et donc, il y a plein de startups qui existent, plein de grosses boîtes qui existent. Et même si pour l'instant, ils étaient un peu restreints à la Chine, parce que le marché était encore très riche et il y avait plein de gens qui achetaient, donc pas forcément besoin d'aller à l'extérieur. Sauf que là, ils se sont dit, tiens, on va commencer à conquérir l'Europe et les États-Unis. Et donc, cette grosse présence massive au salon de l'automobile, c'était vraiment des premiers pas pour montrer leur marque, pour faire un petit peu leur savoir-faire. Ouais, montrer leur savoir-faire, montrer qui ils étaient, montrer qu'ils existaient surtout, et commencer à, je pense, les faire que les acheteurs potentiels français et européens, et dans leur tête apparaît soudain l'option BYD ou autre, plutôt que une Renault ou une Tesla. Et c'est vraiment une première étape. Ils sont là du coup surtout pour la marque, parce que du coup après, moi le soir je suis allé sur leur site internet, essayer de chercher c'est quoi les prix, quand est-ce qu'on se fait livrer. Et les sites sont vraiment très très pourris, notamment CRS. Ils sont pas encore complètement prêts, quoi. Ah non, pas du tout même. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et c'est souvent des traductions un peu approximatives en français. Donc tu sens que c'est un peu des robots, t'as aucune information de prix. Et pour l'instant, c'est surtout des distributeurs qui existaient déjà, des distributeurs français qui vont récupérer leur stock et les vendre. Mais c'est pas ils sont pas prêts pour un marché massif. Par contre, du coup, la deuxième étape, et c'est ce qu'on va voir arriver, je pense, les prochains mois et années qui viennent, et plutôt rapidement, c'est que ces fabricants-là, ils sont en train de créer des partenariats avec des enseignes existantes. C'est vrai que c'est mieux de pas partir de zéro et de bâtir dessus pour la distribution, mais aussi pour le SAV. Et notamment, il y a un constructeur qui fait un partenariat avec Feu Vert, et ce qui est plutôt une bonne idée, parce que du coup, ça veut dire que t'as juste besoin de former des équipes qui sont déjà en place, avec des enseignes un peu partout sur le territoire. Donc qui ont pignon sur rue, ouais, qui sont connus. Donc tu facilites un peu la vie de tout le monde. Tu sais ce que ça me fait penser, ce salon de l'auto, avec justement la désertion des grands acteurs historiques, que ce soit surtout les Européens, les Allemands, les Allemands sont européens, les Américains, etc. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait pu, et puis justement laisser de la place pour des acteurs chinois, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait pu voir il y a quelques années sur le Mobile World Congress, donc l'équivalent du salon de l'auto pour les smartphones, pour la téléphonie mobile plus généralement, où effectivement au début on avait tous les grands acteurs, les Google, vraiment tous les gros acteurs qui étaient les Samsung, qui étaient vraiment très très en place pendant ces
les Nokia, etc., qui étaient très très en place sur ces salons. Et en fait, ils ont tous déserté ces salons petit à petit en préférant avoir des événements qui leur sont propres, selon un calendrier qui leur est propre. Ouais. Et du coup, ils ont déserté, ils ont essoré finalement ce salon, et ça a donné beaucoup de place pour les constructeurs chinois, justement, type effectivement les Xiaomi, les Huawei, enfin tous ces constructeurs qui du coup ont eu un boulevard en termes de communication pour justement se rendre visibles et se faire connaître du grand public. Et ça me fait un peu penser à ça quand on voit justement les participants à ce salon d'auto. Ouais, c'est vrai que c'est assez similaire, et on va le voir par la suite. On n'est pas loin du smartphone avec les voitures électriques, et c'est vrai que c'est une bonne approche, et on voit que ça leur a réussi, vu la percée qu'ont fait Huawei ou Oppo, enfin plein de marques chinoises qui sont maintenant vendues dans les boutiques de téléphone en France, Bien sur sûr. la Fnac, etc. Avec des marques connues. Voilà, tu disais Huawei, jamais entendu parler. Ils ont fait une énorme percée, donc c'est excellente enchaînement. Et du coup, j'imagine que ça doit quand même un peu faire flipper certains fabricants européens, parce que du coup, la Chine, on sait qu'elle est souvent très très rapide. Ouais. Elle itère très rapidement, et puis comme tu dis, elle a une puissance de feu assez redoutable. Et tu as très bien dit en amont, sur les batteries et puis sur les processeurs, ils sont quand même peut-être mieux armés que nous. Est-ce que du coup, ça va pas ça fait pas un peu flipper nos Renault, Peugeot, etc. Je pense que oui. Là où par contre ils ont été rassurés, ces fabricants-là originels, genre Renault ou Peugeot, c'est que certains fabricants chinois ont annoncé des véhicules, leur date d'arrivée donc courant 2023 jusqu'à 2025, et les prix au final ne sont pas ils cassent pas tant les prix, tu vois, genre l'entrée de gamme, je crois que c'était chez BYD, c'est un SUV à 40 000 €, ce qui est c'est le prix d'une Mégane électrique, voire plus cher, et parce qu'en fait eux aussi ils subissent la pénurie des semi-conducteurs, et tous les problèmes. Tu sais qu'en Chine ils ont une politique Covid très stricte, et donc dès que tu as un cas Covid qui va être repéré dans un quartier ou dans une usine, bam, ils ferment tout. Et donc forcément, ça a un impact sur leur capacité à produire. Donc à ce niveau-là, finalement, ça a été rassuré. Mais je pense que c'est juste une histoire de temps, parce qu'il va falloir que nos constructeurs accélèrent un petit peu pour passer un petit peu la seconde sur ces sujets-là, car ils ont pas mal de retard. Là où la Chine, on l'a vu, ils créent des produits qui sont prêts, qui sont utilisables. Ils ont une gamme énorme. Quand je suis passé, je pense sur le stand de Peugeot par exemple, il y avait juste là 208 et 2008 qui étaient électrifiés. Et les autres, tous leurs nouveaux modèles, ils les sortent en hybride au mieux. Mais sinon, c'est que il y a encore beaucoup d'essence, enfin de thermique. Et tu vas jeter un œil sur l'interface du tableau de bord. Ça fait pas trop rêver, quoi. Là où sur une Tesla, tu sais que tu as une expérience qui est assez exceptionnelle au niveau du logiciel, parce qu'ils ont quand même pas mal d'années d'avance. Et nous, on est encore à adapter ce qui existe sur la thermique, on le met aussi sur l'électrique, parce qu'on voilà, ça va. Et ça, c'est un des points clés, parce que là où on a une histoire d'une centaine d'années maintenant sur les thermiques, donc les constructeurs sont super bons, sauf qu'il y a il faut passer maintenant à l'électrique. C'est ça qui est poussé, ça va bientôt être interdit en Europe, je crois que c'est en 2035. En France, ils n'auront plus le droit de vendre des voitures thermiques, donc ça va arriver finalement assez vite. Assez vite, ouais. Ouais. Et on a beaucoup de retard sur tout ce qui est batterie, qui est un des composants essentiels des voitures. Et en France, par exemple, pour l'instant, même si on a, depuis les 2 dernières années, je crois qu'il y a eu des gros projets ambitieux de ce qu'on appelle les gigafactories, des énormes usines qui permettent de créer des batteries en masse. Il y a 3 gros projets de gigafactories qui sont prévus là pour ouvrir dans les prochaines années. Côté voiture, moi de tête, je suis pas un spécialiste de la voiture, mais de tête, je dirais que Renault a quand même un petit peu d'avance, parce qu'ils ont une Zoé qui était le véhicule le plus vendu en électrique en France l'année dernière et les années précédentes. Donc il y a une petite expérience, mais on n'est pas au niveau d'un
d'un Tesla ou des fabricants auto chinois qui eux, comme je disais, ont plusieurs modèles. Et la Zoé, pour faire... info, hein, ça fait une dizaine d'années déjà qu'elle est commercialisée. Exactement. Donc c'est vrai que c'est assez long. Bâtir dessus. C'est assez long, mais c'est vrai que c'est là que tu vois en fait la capacité d'accélération de certains acteurs américains et puis aujourd'hui chinois. C'est que il suffit pas d'être parti de premier ou dans les premiers pour aujourd'hui dominer le marché. Faut être capable vraiment d'avoir d'autres compétences et d'autres ressources qu'on n'a peut-être pas naturellement, on va dire, en France. Ouais, exactement. Et on parlait de souveraineté numérique dans l'épisode 37. Là, c'est un peu pareil, en fait. C'est la souveraineté numérique, c'est est-ce qu'on accepte de laisser rentrer des Microsoft ou des gros géants américains ou même chinois sur plein de produits et donc perdre cette capacité à innover et à savoir faire des choses. Là, c'est exactement le même risque. Actuellement, on a beaucoup le constructeur principal qu'on connaît sur l'électrique, c'est Tesla, qui profite bien de toutes les subventions qui sont offertes par l'État français et donc nos impôts pour que les acheteurs profitent de, je crois que c'est plusieurs milliers d'euros de réduction pour suracheter une voiture. Je crois que ça peut aller jusqu'à 7 000 euros, il me semble. Peut-être, ouais. Et ça bénéficie du coup à Tesla, ça bénéficie à sa recherche et développement, etc. et pas aux fabricants français. Et pareil, les constructeurs chinois, ils viennent attaquer là parce qu'ils savent qu'il y a aussi des subventions, donc ça fera baisser automatiquement le prix de leur voiture. Et ça sera intéressant pour eux, parce que c'est du business. Et ça, nous, pour l'instant, il n'y a aucune règle qui est dictée. Tout le monde, à partir du moment où tu achètes un véhicule électrique, tu as droit à cette réduction. Donc, c'est bien en tant que consommateur, mais pour notre avenir en tant que leader automobile et industriel et capable d'innover sur des technologies d'avenir, on perd un petit peu, on perd beaucoup même. Et aux USA, par exemple, t'as Biden qui a prévu de donner ses subventions, parce qu'ils ont le même type de subvention, uniquement pour les voitures produites en Amérique du Nord. Et donc, nous, l'idée, ça serait qu'on pourrait faire ça pour les voitures, alors peut-être pas produites uniquement en France, mais au niveau européen. Voilà, exactement. Ouais, ça serait tout à fait, ça serait tout à fait défendable, hein. Défendable. Ah ben complètement, ouais. Et effectivement, ça peut faire une grosse différence. Moi, j'ai souvenir qu'il y a à peu près un an, un Tesla a augmenté. Tu t'es retrouvé en même temps dans une période où les aides ont été réduites et Tesla a augmenté en moyenne ses prix de 10 000 euros. Donc en fait, c'était beaucoup moins intéressant. Enfin, d'un mois sur l'autre, c'est devenu genre 10 ou 15 000 euros plus cher d'acheter une Tesla. Ah oui, donc voilà, on voit bien quand même l'importance de ces aides. Ouais, exactement. Et l'autre truc aussi sur cette histoire de souveraineté numérique, c'est que oui, ça donne de l'argent au groupe, mais ça leur donne aussi accès à plein de nouvelles données qui vont permettre d'améliorer leurs données, leur voiture en fait. Tesla, il propose régulièrement des mises à jour aux propriétaires de voitures pour améliorer l'expérience. Et pour ça, il se base sur toutes les données de conduite de tous les de tous les conducteurs en fait. Si c'est les premiers, si Tesla est le premier à arriver à adapter son logiciel aux routes françaises, notamment les routes de campagne, par rapport aux grandes, énormes rues américaines, il risque d'avoir un avantage concurrentiel super fort par rapport à un Renault ou un Peugeot qui n'ont pas encore assez de véhicules pour connaître et de données du coup et de données. Et donc Tesla, ils agrègent un nombre incroyable de données parce qu'il y a plein de capteurs un peu partout qui surveillent la pression des pneus, le poids de la voiture, dans quelle direction elle va, etc., qui sont envoyés directement sur les serveurs de Tesla. Et les spécialistes de la data de Tesla peuvent s'amuser avec toutes ces données-là pour mettre à jour les voitures. Et donc, les rendre mieux finalement que quand on l'avait acheté. On le sait pas forcément non plus, mais il y a tout un business model autour de la data de ces voitures, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fabricants ont des boîtiers qui sont installés sur tous leurs véhicules et qui captent en fait un certain nombre de data qui sont anonymisés, hein, mais qui du coup leur permettent à eux effectivement de savoir l'utilisation qu'en est faite, les trajets, enfin tout un tas de données qui sont d'ores et déjà vendues en fait à des sociétés tierces pour fournir des services.
Ah ouais, tout à fait. Bah, comme sur un Waze le fait en vendant des, tu sais, t'as des petits, quand tu t'arrêtes au panneau stop ou feu rouge, t'as une petite pub qui apparaît sur un commerce local, bon, un commerce local, j'allais dire un McDonald's, tu sais, petit artisan local, mais des pubs pour, voilà, pour des enseignes qui sont autour de toi et où tu dis, bah tiens, si tu vas recharger de l'essence dans cette station Total, bah ça te fait juste 2 minutes en plus sur ton trajet, mais c'est le moins cher. Donc c'est utiliser, voilà, capter toutes les données qui sont utilisées. Et donc au final, on est ces voitures électriques, elles sont assez proches des smartphones. C'est plus proche d'un smartphone avec des roues que d'une voiture thermique, parce qu'on a vraiment, déjà, il faut une expérience sur la batterie, et ensuite, tu as l'expérience logicielle qui est hyper importante. Là où on a des tableaux de bord qui sont qui ont pas tellement changé. Enfin, la plupart des constructeurs dans lesquels, enfin, les voitures récentes dans lesquelles je suis rentré de constructeurs anciens entre guillemets, leur interface finalement, bah, c'est pareil, c'est des petits cadrans avec des petits aiguilles qui bougent pour montrer tes tours de vitesse, etc. Mais sur un écran, alors qu'avant c'était physique. Et ils ont pas encore fait créer des expériences utilisateurs comme on en aurait sur un smartphone ou sur un site internet qui serait pensé pour l'utilisateur, simple, accessible. T'as encore 3 milliards de boutons sur le tableau de bord et tu t'y perds, au final tu les utilises jamais. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser et auquel, bah, je parle beaucoup de Tesla, hein, mais c'est un excellent exemple parce que leur tableau de bord, il est épuré. Tu sais, tu comprends assez facilement où est-ce qu'il faut appuyer parce que c'est comme si tu étais sur ton iPad à appuyer sur les boutons. T'as quasiment pas de bouton physique, hein, d'ailleurs. Ouais. Ah non, je crois que t'en as pas. Je saurais, ouais, je crois, à part pour ouvrir les portes peut-être. Et encore, ça m'étonnerait pas que ça soit un bouton physique mais relié à un capteur numérique. Mais effectivement. Et donc, bah, l'exemple de Tesla est bon parce que on le disait plus tôt, ils captent plein de données, ils enrichissent leur modèle et du coup, ça leur permet d'améliorer la voiture. Et c'est-à-dire qu'une voiture que vous achetez aujourd'hui, bah, peut-être que dans 1 mois ou 2 mois, elle sera mieux que quand vous l'aurez achetée. Et ça, c'est un paradigme complètement différent parce que d'habitude, t'arrives, t'achètes ta voiture chez Peugeot, tu sors de la concession, elle a perdu 20 ou 30% de sa valeur. Donc là, ça change vraiment et on peut rajouter des choses. Des fonctionnalités, ouais, tout à fait. Exactement. Et en plus, là où ça va encore plus loin, c'est que la conduite autonome arrive. Donc Tesla est un gros innovateur, mais Mercedes a réussi à le doubler. C'est eux qui sont les premiers à proposer, à avoir validé en tout cas l'autorisation de rouler sur les routes, je sais plus si c'est européennes ou françaises, avec un niveau d'autonomie, niveau 4 ou 5, je sais plus, mais en tout cas sur lequel on a presque plus besoin de toucher son volant. On peut juste garder les yeux sur la route et être vigilant, mais c'est la voiture qui prend en charge toute la circulation. Et donc, dans un avenir plus ou moins proche, est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, je sais pas, il y a un moment où on n'aura plus besoin de conduire la voiture et elle se conduira tout seul. Donc, ça deviendra un espace de loisir et il faudra qu'on s'occupe au final. Ah bah ça devrait être facile. C'est pas Tesla aujourd'hui qui te propose d'accéder à Netflix ou d'avoir des jeux vidéo directement sur sa voiture. Tout à fait. Sur la Model S, ils ont alors quand ils l'ont sorti, ils ont dit que la puissance était celle d'un PC de gamer sur lequel tu pouvais jouer notamment au jeu The Witcher qui était sorti à l'époque. Donc ça fait bientôt peut-être 2-3 ans. Mais c'est le modèle vers lequel on tend au final. C'est que il va falloir s'occuper, donc regarder des films, des séries, consulter sa boîte email, jouer à des jeux vidéo ça, je sais faire. en famille. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Même si j'aime bien conduire, j'avoue que ça me déplairait pas de regarder un film sur l'autoroute sur la route des vacances. Exactement. Et donc, ça veut dire que ces fabricants historiques, déjà ils s'arrachaient un petit peu les cheveux et là ils vont continuer, ils vont bientôt devenir complètement chauves parce qu'on a des fabricants historiques de la tech. Donc Sony et Honda ont annoncé là cette semaine un partenariat et on a également Apple qui a un projet depuis 2014. Il travaille sur le projet Titan, plus ou moins en secret. En tout cas, ils travaillent sur les voitures autonomes. Ils font beaucoup de tests, mais on ne sait pas encore quand le projet va sortir actuellement. Mais par contre, voilà, ils sont en train de travailler sur une voiture
Et donc Sony Honda, ils ont annoncé leur première berline électrique pour 2026. Bon, ça va, c'est dans 4 ans. Pourquoi ? Parce que Honda, d'un côté, ils ont jamais cru en l'électrique, et là ils se disent quand même, on est peut-être en train de louper un truc, donc ils veulent partir à l'assaut de ce secteur-là. Et Sony, de l'autre côté, ils veulent pouvoir en profiter pour promouvoir leur logiciel, leur contenu. Sony, vous connaissez peut-être parce que vous avez une télé Sony dans votre salon, mais Sony, c'est à la fois aussi un producteur de cinéma et de séries via TriStar, Columbia, Sony Pictures, de jeux vidéo, mais c'est également un fabricant donc de télé, de consoles, avec PlayStation 5, avec les consoles portables. Ils proposent des enceintes dans la musique, donc c'est vraiment tout un écosystème dédié à l'entertainment. Ouais, j'essaie de chercher le mot en français, au loisir. Divertissement, ouais. Au divertissement, exactement, merci. Et en plus de cela, cette nouvelle structure, donc dirigée par Sony et Honda, elle est dirigée par l'ancien responsable des consoles et du matériel PlayStation, qui est Masayasu Ito. Et donc, on sent qu'on est vraiment sur un changement complet où ça va plutôt être l'expérience que tu as dans ta voiture et pas l'expérience de conduite, c'est vraiment l'expérience, les loisirs que tu pourras faire dans ta voiture, plutôt que la conduite pure avec, tu vois, le mec qui est trop content, il se sent libre, il est fougueux grâce à sa voiture qui va super vite. Et on change complètement de modèle pour aller vers un petit salon, au final, roulant. Ça, c'est plutôt appétissant tout ça. Absolument, ouais, complètement. Bah écoute, ça bouge pas mal en fait, tout ça, oui. entre l'arrivée des constructeurs chinois, les nouveaux enjeux justement avec l'électrique, les nouveaux entrants, le changement de paradigme dans ce que va devenir la voiture et ce qu'on y fait. Ça fait quand même pas mal de jolis sujets en perspective pour nous dans les prochaines années. Exactement. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on se rapproche de plus en plus. Enfin, c'était déjà de la tech. Il y a beaucoup d'électronique embarquée depuis des années. Mais avec le passage à l'électrique, on arrive vraiment sur un ordinateur qui roule. Donc, ce que ça va devenir, ça va être. Il y a pas mal de projets aussi sur. Bon, là, j'y crois peut-être un peu moins, mais avec des casques VR embarqués dans lesquels tu vivras une expérience en fonction du trajet que tu suis. Donc, tu vois, il suivra tes mouvements et donc pour ce que tu verras, ça sera peut-être, je sais pas, un paysage fantastique ou un film en 3D dans lequel tu navigues, on verra. Mais tous les créateurs de contenu, moi, ça m'étonnerait pas que Netflix annonce un partenariat, par exemple, avec, peut-être pas avec Sony, mais avec Apple, sait-on jamais, ou avec un futur avec Tesla, pour proposer des contenus en exclusivité, des contenus adaptés à ce nouvel environnement. Et immersif, complètement. Voilà. On verra, mais ouais, ça va devenir de plus en plus connecté, plus que ça ne l'est actuellement. Ça donnera limite envie d'être coincé dans les bouchons, quoi. Ouais, carrément. Ah, génial, j'ai 1 heure de bouchon. Ouais. Carrément. Super, Rémi. Bah écoute, merci en tout cas de nous avoir fait un joli panorama de sujets à l'occasion du salon de l'auto. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Écoute, je crois qu'exceptionnellement, on n'a pas encore de projet pour la semaine prochaine. On enchaîne après le live où on savait pas. Ouais, exactement. On sait pas. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous propose une petite surprise. Voilà, un sujet surprise. Voilà, exactement. Et ça, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas prévu. Ou alors, des fois, on arrive à réfléchir à l'arrache et vous ne le voyez pas, mais on écrit rapidement, on échange en texte. Qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de quoi ? Exactement. Et là, on n'a pas encore trouvé. Là, on sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bien un épisode la semaine prochaine. Absolument. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour parler de je sais pas quoi. D'un sujet surprise. Eh ben, super. Mais ça va être top. Exactement. Allez, salut Greg. Ciao. À bientôt. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.